Together are quiet and meaningless as wind in dry grass. A rat's feet. Oh, he's out there. Glass in a dry cellar. He's really out there. Shape without form. Shade without color. Paralyzed force. Gesture without motion. Do you know what the man's saying? Do you? Those who have crossed with direct eye. This is dialectics. It's very simple dialectics, 1 through 9. No maybes, no supposes, no fractions. You can't travel in space. You can't go out into space, without with fractions. What are you going to land on? 1/4, 3/8? What are you going to do when you go from here to Venus or something? That's dialectic physics, okay? Dialectic logic is there's only love and hate. You either love somebody or you hate them. This is the way the fucking world ends. Look at this fucking shit we're in, man. Not with a bang. Whimper, and with a whimper, I'm fucking splitting, Jack. Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Oh, tu m'en dingue. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, Tolstoy. Oh, ton cul. C'est mon génie. Time is a funny thing. Time is a very peculiar item. You see, when you're young, you're a kid, you got time, you got nothing but time. Throw away a couple of years here, a couple of years there. It doesn't matter. The older you get, you say, Jesus, how much I got? I got 35 summers left. Think about it. 35 summers. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission Décrophile de Canal B, avec Antonin bien évidemment. Merci, c'est sympa d'être là aujourd'hui. Salut les kids, mais de rien mon cher Étienne, pour toujours là pour te prêter main forte. Merci pour notre troisième émission consacrée à Francis Ford Coppola. Vous pouvez retrouver les deux premières en podcast bien évidemment. Les trois émissions seront plus longues que Megalopolis. Oh oui, exactement. Ouais. Et puis justement aujourd'hui. Donc on va parler de Megalopolis puisque nous l'avons enfin vu, comme à peu près tout le monde d'ailleurs, parce que le film est un succès. C'est vrai. C'est très étonnant d'ailleurs. Ouais. Là on approche le 8 millions d'entrées. Artus chie dans son froc. Je suis ravi pour Francis en tout cas de terminer entre guillemets sa carrière puisqu'il a encore d'autres projets donc on ne sait pas. Mais en tout cas que pour son dernier film comme ça soit un succès. Tout le monde en parle, tout le monde va le voir. Par contre, c'est là-dessus où on va revenir quand même pour démarrer cette émission. On évoquera, on prendra la suite un petit peu de ce qu'on avait raconté déjà dans les deux précédentes, mais revenir justement sur ce regard critique sur tout l'appareillage qu'il y a autour. Ça reste quand même le film dont tout le monde parle et tous les critiques, mais pas que, parle en ce moment, alors qu'on a l'impression en effet, quand on lit les gros titres de la presse à sensation, que personne ne va dans la salle, mais c'est un objet de fascination critique en tout cas ce film. Ah ouais, carrément. En tout cas, ouais, c'est peut-être vraiment un truc de petit milieu, mais moi j'ai l'impression d'en parler beaucoup avec tous ceux qui m'entourent. Mais voilà, socialement, c'est pas vraiment une surprise. Après, c'est vrai qu'au niveau des papiers et des interrogations que tu peux voir dans quelques papiers ici et là, on voit bien que ça nourrit quelque chose, qu'il y a autant de biscuits à trouver dans les critiques négatives du film que dans les critiques positives du film. J'ai envie de dire parce que le film, effectivement, on y reviendra, mais il est assez indigeste, c'est monstrueux au sens premier du terme. Mais effectivement,
par contre, ce que tout le monde, ce que j'estimais en premier lieu comme un piège dans lequel tout le monde tombait, mais qui me paraissait difficile de s'en extraire, c'était vraiment de ne pas pouvoir vraiment parler du film en lui-même, mais plutôt de l'insérer dans le geste qu'il constitue, c'est-à-dire tout ce truc dont on nous rabâche les oreilles à raison, c'est-à-dire que c'est la monstruosité du projet même de ce film vieux de 50 ans, dont la jeunesse a fait 40 ans, en tout cas, dont on entend parler depuis la sortie d'Apocalypse Now, qui effectivement, dans lequel Francis Ford Coppola a mis toute sa fortune, lui-même contribue en étant assez surprésent médiatiquement à travers plein d'interviews en France et ailleurs à alimenter cette sorte de geste artistique un petit peu fou. Voilà, l'histoire est connue, il a revendu une partie de ses vignobles, il a financé tout à hauteur de 120 millions de dollars, ce qui fait du film le film indépendant le plus cher jamais tourné. Donc on est vraiment dans cette sorte de geste, et évidemment ce geste qui est considérablement amplifié par la stature, par son titre déjà, Megalopolis, qui invite à une lecture assez grandiose, grandiloquente, qui met un horizon d'attente extrêmement grand, et évidemment considérablement amplifié aussi par la stature de Coppola, sur lequel on revenait lors des précédentes émissions, où Coppola, même si on y disait qu'il a peut-être perdu de son statut de saint patron des cinéastes, en tout cas de cinéaste total qu'il avait pu avoir suite à son alignement de chefs-d'œuvre dans les années 70, on voit bien qu'il incarne quand même, par aussi peut-être sa rareté, par rapport à sa rareté actuelle, et par rapport aussi à tout son passif, une sorte d'incarnation de cinéaste total en termes de entertainer, de cinéaste américain, et d'auteur hyper radical, et d'auteur aussi très personnel. Donc ces trois pôles hyper importants. On pourrait évoquer de la même génération, même si c'est un peu plus jeune, quelqu'un comme Spielberg par exemple, qui continue encore de faire des films, mais c'est vrai qu'il rentre moins dans cette case radicale Bien sûr que peut avoir Coppola, ouais. qui va pouvoir, comme on le dit dans les précédentes émissions, à la fois jouir d'une popularité en fait auprès du grand public évidente, c'est-à-dire que tout le monde sait que tout le monde connaît Le Parrain et Apocalypse Now en fait, et en même temps en effet d'aller presque dans l'avant-garde ou dans l'expérimental depuis quelques temps déjà, et du coup de caresser, peut-être pas dans le sens du poil, mais en tout cas pas trop loin, le critique et justement le cinéphile hardcore en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que après, on y revenait ainsi pas mal. C'est dans les précédentes émissions, c'est que la carrière de Coppola est extrêmement étrange. Effectivement, c'est toujours c'est L'Homme du Parrain et d'Apocalypse Now, qui sont deux films extrêmement différents. C'est vrai que on pourrait presque faire des analogies anatomiques. Coppola, il est aussi connu par sa persona parce qu'il a une sorte il est lui-même une sorte de figure, un peu comme Hitchcock pouvait l'être. C'est vraiment le gros barbu, quoi. Sauf que ça n'a pas toujours été que le gros barbu. Coppola maintenant, il est plutôt assez maigre, et il y a des moments où il est plutôt glabre. Et en fait, ces films, c'est à peu près pareil. Il y a des films qui sont vraiment fat chez Coppola, des films qui sont vraiment très très poilus, et il y a des films qui sont soit poilus, soit maigres et tout ça. Et là, on est dans un film qui a vraiment les deux, quoi. Megalopolis, là, c'est vraiment autant là, il est maigre dans la vie, autant son film, il est vraiment bien gros, bien poilu. Et que le Coppola, on pourrait dire que c'est plutôt un film qui est à l'os, mais qui est, en tout cas, qui est plutôt assez ample, mais plutôt dans une sorte d'épure quelque part, quoi. Donc il navigue entre ces pôles comme ça, et qui fait que la figure qu'il peut incarner dans l'imaginaire des gens, elle navigue entre des pôles qui sont relativement contradictoires, parce que entre Le Parrain et Apocalypse Now, effectivement, en termes d'économie esthétique, il y a vraiment une énorme différence, quoi. C'est vraiment des films très très différents. Coppola lui-même, dans ses entretiens assez nombreux qu'il a, il en parle assez volontiers de ça, en disant que c'est quelqu'un qui estime des fois ne pas d'avoir de style personnel. Et c'est vrai que c'est une observation qu'on peut faire en regardant ces films, c'est-à-dire quelle est l'unité stylistique entre tous ces films. On n'en voit pas vraiment des unités thématiques. On a pu essayer d'en relever quelques-unes, et on les voit, elles sont là, mais ceci dit, au niveau de style, Coppola disait mais non, moi j'ai essayé de réactiver des formes que j'aimais. J'ai essayé de réactiver du film noir et de l'opéra dans Le Parrain, j'ai essayé de réactiver le cinéma d'Irving Allen dans Apocalypse Now, j'ai essayé de réactiver des tas de récits de gothiques pour
de Bram Stoker pour Dracula. J'ai essayé de réactiver des tas de choses qui m'ont habité en tant qu'être humain, et en tant qu'artiste, j'ai essayé presque de les émuler, quoi. Et il dit souvent, mais moi, quel est mon style personnel là-dedans? Je ne sais pas, et peut-être que Megalopolis, c'est ça mon style personnel. Donc ça serait vraiment quelque chose qui navigue effectivement dans plusieurs choses qui sont... et on reviendra là-dessus, hein, mais qui sont à la fois extrêmement opulents et à la fois extrêmement simples. L'opulence. On évoquait la critique, on va y rester un petit peu, je pense. Je fais une courte parenthèse et je te laisserai réagir après cette courte parenthèse, puisque ce film de Coppola me réconcilie, au moins pendant un temps, avec un magazine que j'avais tendance à balancer à travers le studio depuis quelques années, à savoir... T'es un peu comme Romain Duris dans Doberman. Exactement. Tu te torchais avec les cahiers du cinéma. La comparaison terrible. Mais en effet, les cahiers du cinéma m'avaient déçu à maintes reprises, quels que soient en fait depuis 10 ans les rédacteurs en chef et les gens qui écrivaient. Et c'est vrai que là, j'ai pu retrouver dans le texte sur Megalopolis notamment, mais pas que d'ailleurs dans ce numéro, des textes critiques qui correspondent pas mal à ce que j'ai pu penser, en tout cas qui en font une bonne intro. Avant, je vais vous lire du coup justement l'introduction du texte de Marcos Uzal sur Megalopolis. Avant ça, je voudrais juste, et c'est dédicacé à Anton Amoro, citer Coppola lui-même. C'est la dernière phrase qu'il donne, dernière phrase de l'interview qu'il a donnée justement à Marcos Uzal pour les cahiers. Lorsque vous êtes vieux, la pire chose pour votre santé, c'est d'être trop gros. Merci Étienne. Voilà, il termine donc son interview sur cette phrase que je me suis dit, oh, dis donc, comme tu y vas Francis, mais c'est vrai qu'il a perdu du poids. Non, je voulais vraiment vous lire en fait le début, alors je vais essayer de lire correctement et pas comme je le fais à mes enfants. Donc le Megalopolis de Coppola par Marcos Uzal. Je vais essayer de faire court. On sait depuis longtemps que chaque nouveau film de Coppola est un prototype qui s'offre à nous sans que l'on en connaisse le mode d'emploi, les règles. Serge Danet, à l'époque de Rusty James, comparait cette sensation à la découverte d'un nouveau flipper. Comment ça marche? Où sont les bumpers, les couloirs, les espaces libres, les cibles, les boules captives ou supplémentaires, le spécial? Quel bruit ça fait? En cela, Coppola n'a renoncé à rien et il va même plus loin que jamais avec Megalopolis, qui a reçu un accueil éberlué à Cannes. Pourquoi un tel film ne peut-il pas passer dans un tel contexte? Et encore moins pour ceux qui voient d'abord en Coppola le réalisateur du Parrain. Parce qu'à la nouveauté s'ajoute ici la liberté absolue de celui qui ne doit plus rien à personne, pas même l'effort de se faire comprendre. Pour le dire autrement et plus généreusement, Coppola voudrait que nous soyons aussi libres et fous que lui. Et aussi que nous soyons capables d'oublier nos critères esthétiques, notamment ceux qui dictent les notions de bon et de mauvais goût. On a vu à Cannes d'autres films très boursouflés, clinquants, prétendument baroques, tels l'Emilia Pérez de Jacques Audiard. Mais la différence entre ce film et celui de Coppola est immense. Là où Audiard accumule les registres, les influences, les thèmes en maniériste malin, en maniériste malin, Coppola se laisse aller à un rêve de cinéma éminemment personnel, jusqu'au délire, jusqu'à l'abscon. Là où Audiard ne cesse de faire des clins d'œil publicitaires, Coppola construit un labyrinthe où se perdre est essentiel. Megalopolis est fait de manière à ce qu'on y lâche prise à chaque plan. On en ressort avec la sensation de n'avoir jamais vécu cela au cinéma, un tel alliage de luxe et de bricolage, de mégalomanie et d'expérimentation, un peu comme si l'on voyait un film Marvel réalisé par Raoul Ruiz. En ce sens, Coppola n'a jamais été aussi proche d'Abel Gans, qu'il admire, et la croyance au cinéma et en ses spectateurs dont il fait preuve ici est en soi bouleversante, tant elle est anachronique, à contre-courant de la frilosité et du cynisme qui ont depuis longtemps gagné Hollywood. CQFD. Et franchement, voilà, et ça faisait longtemps en fait que j'avais pas lu un texte des cahiers en me disant, je suis plutôt d'accord quand même si j'ai pas vu le Audiard par rapport à ce que tu m'en disais. Pour prendre cet exemple-là, par exemple, c'est vrai. Le Audiard, qui lui est célébré à Cannes alors que Coppola se fait huer, encore une fois en me basant sur ce que disait du Audiard, je me dis, tiens, c'est quand même dommage, et c'est vrai que même si on peut comprendre des réactions négatives de la part de certains sur le Coppola, parce qu'en effet, c'est trop beaucoup, c'est un film monstrueux, et ça nous mettra du temps, à nous aussi d'ailleurs, je pense, pour décortiquer, si on a envie de le faire, tout ça. Mais de là, en fait, à le rejeter de cette manière, à le traiter comme un objet qui essaierait justement peut-être de péter plus haut que son cul et de ne parler qu'à une seule personne, à savoir son propre réalisateur, je trouve ça quand même
déjà d'une fainéantise absolue de la part des critiques notamment, parce que c'est eux en première place à Cannes qui ont annoncé le destin du film et son échec au box-office, en fait, en faisant une publicité dégueulasse à l'objet que ça pouvait être. Donc déjà c'est feignant, et en plus de ça, c'est d'une bêtise assez crasse quand même. Oui, moi c'est vrai que ça a tendance quand même actuellement à me mettre un petit peu en colère quand même sur le rapport un petit peu rigolard qu'on peut avoir sur le film. C'est surtout ça, moi, qui a tendance un petit peu à m'énerver, parce qu'effectivement, c'est vraiment... Ça me rappelle, c'est toujours cette phrase de Carax qui disait en général, on aime beaucoup trop les films et pas assez le cinéma. Et c'est vrai que autant, des fois, il y a plus de cinéma dans un film qui n'est pas d'une perfection stylistique. On va encore dire totale, qu'on est des élitistes et qu'on est mais des c'est vrai que prétentieux, par contre, je défie quiconque presque de me dire qu'il s'est fait chier devant Megalopolis, parce qu'en fait, c'est quand même tellement c'est ce côté monstrueux qu'il peut avoir naviguant dans des influences diverses, dans des registres divers et tout ça, me paraît se réinventer de plan en plan à chaque fois, qui fait que même si voilà ce voyage en montagne russe il est plutôt accidenté, à chaque fois on est quand même sollicité en tant que spectateur sur des émotions plastiques ou des émotions tout court extrêmement diverses, qui fait que voilà le film est une expérience hyper étrange. Mais qui ne joue pas sur l'affect. On y reviendra peut-être en deuxième partie de l'émission, mais c'est vrai que malgré tout, alors c'est pas un reproche que je fais au film, mais c'est pas un film qui va jouer sur l'affect. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai eu des émotions esthétiques, en effet. On voit du cinéma, mais en termes de narration, de récit, le film ne va pas jouer sur l'affect. C'est juste la petite... Ouais, après, je pense que c'est pareil. Moi, j'en suis à 2 visionnages du film. Je pense que je retournerai le voir. C'est un film que je trouve déjà assez... Enfin, c'est assez dur d'en parler. Quand tu dis qu'effectivement, il y a un déficit d'affect, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Parce que moi, il y a des scènes... En comparaison, par exemple, d'un film comme Le Parrain, tu vois, Oui. pour rester dans le Coppola, ou Mais même c'est- d'un Dracula qui, déjà, lui, était... non pas si un peu dans le maniérisme déjà, mais voilà, qui prenait du recul avec tout ça. On avait du mal peut-être à... Ouais, peut-être. Il y avait ce que une je veux force dire. mélodramatique dans Dracula, mais par contre, moi, il y a toujours un truc que j'ai trouvé d'une force assez exceptionnelle chez Coppola, c'est justement sur sa puissance dans les affects. Enfin, les scènes du Parrain les plus fortes, c'est aussi des scènes qui sont profondément sur un affect très précis qu'on sent, mais complètement habité par Coppola. Hein. Le I Know It's You, Fredo et tout ça, c'est hyper fort. C'est pour ça que justement, je dis, Le Parrain, lui, est fort en termes d'émotion. Bien sûr, et je pense Voilà. que même sur des films en a priori plus mineurs comme Peggy Sue, je me dis, ouais, il y a des choses là-dedans qui sont hyper fortes, hyper habitées par d'un affect très fort. Et dans le Megalopolis, il y a quand même quelques scènes, et je pense particulièrement à cette sorte alors, on pourrait dire que c'est même pas le cœur du film, parce que c'est pas un film qui a plein de cœurs différents, mais il y a une chose un peu mystérieuse du film qui est vraiment cette sorte de sa femme décédée. On n'a pas évoqué le sujet du Adam film, parce qu'il y a Driver. beaucoup de sujets aussi. Mais Oui, c'est un peu dur de résumer, mais en tout cas, Adam Driver est un veuf, et puis sa femme morte occupe une place dans les intrigues de choix, et puis dans son cœur à lui une place de choix. il est d'abord Et accusé d'avoir tué. il est en tout cas dans un rapport de deuil non accompli, en tout cas avec elle, qu'il essaye d'entretenir, et dont il essaye d'entretenir l'image en quelque sorte de façon assez mystérieuse. On ne sait pas trop vraiment ce que c'est, mais dans ce rapport qu'il peut y avoir à ça, moi je pense à une scène, la scène que je retiens du film, que je trouve vraiment magnifique, et que j'ai toujours un plaisir immense à revoir, que pour le coup, ayant la chance de travailler dans le cinéma, j'ai pu la voir plein de fois, c'est que je trouve brillant à tout point de vue. C'est vraiment la scène de la filature, la triple filature entre Shia LaBeouf qui est dans sa limousine, et le personnage de Nathalie Emmanuel qui est dans une bagnole, et puis Laurence Fishburne et Adam Driver qui tournent dans les rues de New York. Il y a quelque chose là-dedans qui est déjà, en termes de mise en scène, c'est vraiment brillant. C'est-à-dire qu'autant le film, c'est en ça qu'il est immensément paradoxal, parce que c'est un film qui à la fois est très godardien dans son art de pratiquer une sorte de montage très très abrupt, c'est-à-dire que quand on parlait d'émotions et de registres très différents qu'il arrivait à manier au sein d'une même scène, mais c'est aussi un film qui arrive à avoir des scènes qui sont d'une souplesse, d'une fluidité dans leur montage, et d'une sorte de grâce absolument inouïe. C'est notamment le cas de celle-ci, qui est une scène de filature brillamment montée, vraiment, qui crée une sorte d'espace impossible d'ailleurs, parce que c'est une séance de filature basée avec des regards caméra qui sont des regards, des champs contre champs, mais qui sont absolument impossibles dans la géographie de la scène, et qui crée quelque chose de très très fort, et qui se finit
dans cette sorte de chambre mortuaire où Adam Driver est tour à tour en train de s'occuper du corps de sa femme un peu légèrement spectrale et après ce corps spectral disparaît mais on voit Adam Driver tricoter quelque chose, une forme qui n'est pas là, enfin en tout cas s'occuper de quelque chose qui n'est pas là et c'est je me suis dit, c'est incroyable la grâce de cette scène et à quel point on est là pour le coup sur un ton extrêmement mélancolique et très, très du coup complètement premier degré. Parce qu'en plus, c'est à ce moment-là clairement qu'elle tombe amoureuse de Oui, lui. il y a aussi un rapport truc comme dans ça. le rapport amoureux. Bah, c'est que Il y a un truc dans quelqu'un. le rapport amoureux qui est super. Bien sûr, c'est une vivante qui regarde quelqu'un qui est entre la vie et la mort, qui lui contemple une morte. Enfin, il y a quelque chose qui est très beau là-dedans. Croyance absolue, lui, et qui lui est donne là, des visions, voilà. clairement. Et ceci dit, c'est pas non plus la scène la plus représentative de Megalopolis parce que c'est une scène qui est d'une unité stylistique. C'est aussi cette scène-là où il y a ces plans incroyables des statues qui s'écroulent, où c'est une image somptueuse, quoi. À la fois, donc, du coup, c'est très, on va dire, très spectaculaire, très dans la monstration des choses, et à la fois, ce qui se joue dans les échanges de regards, c'est quelque chose de très très secret, de très mystérieux, de très hors-champ, de très basé sur l'invisible. Donc c'est vraiment une scène brillante et qui est extrêmement accomplie cinématographiquement de la même manière que ce qu'on peut attendre d'un Coppola en tant que maestro auteur du Parrain par exemple, quoi, où on se dit la scène elle est dingue, quoi. Mais elle est évidemment pas représentative du film dans son entier parce que cette scène-là, voilà, elle a ce ton-là et ça sera peut-être la seule qui l'aura. Elle est pas représentative, mais en effet, elle représente aussi une manière qu'a Coppola, dont Coppola est capable de faire du cinéma. Et à côté de ça, parce que c'est virtuose, quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, et puis là, voilà, comme tu l'as dit, à tous les niveaux, cette scène-là justement est impressionnante en termes d'écriture, en termes de montage, en termes de mise en scène, en termes de spectacle et d'intimité. Elle est assez folle. À côté de ça, il va y avoir d'autres scènes plus expérimentales ou plus kitsch, ou plus sombre, voire plus effrayante. Il y a une scène où j'ai été vraiment surpris et puis j'ai été remué dans mon fauteuil, quoi, parce que voilà, boum, et je m'attendais pas à ça. Et voilà, il est capable, et en fait, c'est vrai qu'il est tellement riche, en fait, et il te laisse assez peu de répit. Qu'il faudrait presque le prendre par petits bouts pour être capable en tout cas de dire voilà à ce moment-là. Mais en fait, ce qui est incroyable, comme il le dit lui-même, il a mis tout ce qui, tu disais, il a mis un peu tout ce qui l'influençait, tout ce qui l'aimait. Bien sûr. Et en fait, c'est ça qui est très mystérieux chez lui et qui est génial, c'est que je pense que si Coppola voulait faire un film peut-être uniquement sur cette note-là, qui aurait été, il aurait fait peut-être Dracula d'ailleurs, hein, voilà, il sait, en fait il est capable de le faire, mais c'est pas ça qu'il cherche, en fait. Il veut pas se répéter, il cherche quelque chose de complètement autre, de beaucoup plus libre et monstrueux, dans cette sorte d'amalgame d'influences, de registres différents qu'il a envie de se faire se rencontrer. C'est là où il y a vraiment une sorte de geste godardien, vraiment, où Godard... La force et la faiblesse du film, d'ailleurs. C'est ça, c'est qu'en fait, Godard, il y a souvent ça, quand tu regardes ses films, tu te dis putain, la scène, là, elle est en train de m'embarquer dans une émotion magnifique, mais Godard, lui, tout ce qu'il va faire, c'est de l'arrêter directement, parce qu'il ne faut surtout pas arriver dans quelque chose qui va devenir du cinoche. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est la rencontre de deux trucs très très différents et de ce qui va se passer dans le point de collage, de montage, quoi. Enfin, je parle comme si j'étais un expert en Godard, ce qui est loin d'être le cas, mais voilà, dans cette idée-là... Il a souvent montré, en effet, que ce truc-là, il pouvait faire de la mise en scène, il aurait pu faire du cinoche, en effet. Bien sûr, c'est ça. Exactement. Et je pense que là, Coppola, c'est pour ça qu'après, c'est toujours désespérant un peu de dire, bah voilà, il est un peu gâteux, on sent qu'il n'a pas maîtrisé son truc. Tu dis, mais non, c'est pas totalement ça, c'est pas possible, parce que le film, à certains endroits, il est vraiment, vraiment extrêmement tenu, mais voilà, ce qu'il recherche. Alors, je voudrais pas aussi donner l'impression que le film est un chef-d'œuvre, parce que c'est vraiment pas le cas à mon sens, même dans un registre très ultra moderne, ultra, on va dire, par exemple, je me dirais pas, dans 10 ans, dans 15 ans, 20 ans, on le comprendra, ce film-là, ça sera Apocalypse. C'est pas du tout le cas. Projet, en plus, et c'est pas le projet. En fait. Et je pense que tu as vraiment un côté un petit peu monstrueux aussi, de façon méta, qui est assez dingue.
Et c'est pour ça que pour retomber un peu dans le début où on disait, voilà, c'est un peu difficile de parler du projet de Megalopolis, du film Megalopolis sans évoquer le projet, parce que le film ne fait que raconter ça. De toute façon, il fait que de raconter un geste, quoi, le geste de César Catalina qui essaye de faire quelque chose d'incroyable, qui est évidemment une sorte de métaphore lui-même du cinéma, quoi. On va foutre des pots de yaourt, on va mettre des pailles dedans, on va les empiler avec des formes rondes, des triangles et tout ça, et puis c'est là où il va y avoir de l'énergie de la création, et au final tout ce côté politique du film est pas si intéressant que ça, à mon avis, ou peut-être n'intéresse pas tant Coppola que ça au final. Je propose qu'on fasse une courte pause, qu'on revienne justement, on a évoqué un peu le projet et la critique, qu'on évoque le film après une courte pause. On va pouvoir entendre un extrait de la bande originale du film. J'ai oublié le nom du compositeur, mais c'est déjà lui en fait qui travaillait avec Coppola depuis L'Homme sans âge en fait. Il s'appelle Osvaldo Golijov. On écoute cet extrait et vous reconnaîtrez peut-être un film de King Vidor par-dessus. Man cannot survive except through his mind. He comes on earth unarmed. His brain is his only weapon. But the mind is an attribute of the individual. There is no such thing as a collective brain. The man who thinks must think and act on his own. The reasoning mind cannot work under any form of compulsion. It cannot be subordinated to the needs, opinions, or wishes of others. It is not an object of sacrifice. The Creator stands on his own judgment. The parasite follows the opinions of others. The Creator thinks. The parasite copies. The Creator produces. The parasite loots. The Creator's concern is the conquest of nature. The parasite's concern is the conquest of man. The Creator requires independence. He neither serves nor rules. He deals with men by free exchange and voluntary choice. The parasite seeks power. He wants to bind all men together in common action and common slavery. He claims that man is only a tool for the use of others, that he must think as they think, act as they act, and live in selfless, joyless servitude to any need but his own. Look at history. Everything we have, every great achievement has come from the independent work of some independent mind. Every horror and destruction came from attempts to force men into a herd of brainless, soulless robots without personal rights
without personal ambition, without will, hope, or dignity. It is an ancient conflict. It has another name, the individual against the collective. Our country, the noblest country in the history of men, was based on the principle of individualism, the principle of man's inalienable right. It was a country where a man was free to seek his own happiness, to gain and produce, not to give up and renounce, to prosper, not to starve, to achieve, not to plunder, to hold as his highest possession a sense of his personal value, and as his highest virtue his self-respect. Look at the results. That is what the collectivists are now asking you to destroy, as much of the earth has been destroyed. I am an architect. I know what is to come by the principle on which it is built. À l'instant, c'était un extrait de la bande originale de Megalopolis, et puis vous avez sans doute reconnu des extraits du Rebelle de King Vidor avec Gary Cooper, les cahiers du cinéma Imagine. Alors je dis ils imaginent, mais ça se trouve c'est un vrai projet, un remake, et ça serait Adam Driver qui remplacerait Gary Cooper, et c'est vrai que je l'imagine très très bien en fait aujourd'hui. Adam Driver, qui je le rappelle avait déjà joué avec Michael Mann cette année, quand même, il commence à avoir une sacrée filmographie, le bonhomme. Alors pour ceux qui ne savent pas, quand même, le Rebelle, c'est l'adaptation du bouquin d'Ayn Rand, qui est donc la grande penseuse libertarienne, donc de la alt-right américaine, et qui a donné lieu à ce film très fascinant, qu'on peut prendre d'un côté comme un film ultra libertarien ou peut-être une critique de ça. Enfin, c'est un film fascinant, et en tout cas avec lequel le film de Coppola dialogue quelque part. C'est vrai, juste pour annoncer par exemple le côté un peu radical du Rebelle de King Vidor, ça raconte l'histoire d'un architecte, donc évidemment le lien est fait avec Megalopolis, mais un architecte qui tient tellement en fait à l'intégrité de son œuvre qu'il est prêt à détruire un immeuble qui n'a pas été construit comme il le souhaitait. Voilà à quel point en fait, et puis voilà, il va y avoir un procès. Un immeuble qui est un HLM. Voilà. Mais ça ne correspondait pas à ce qu'il voulait. Donc voilà, c'est l'intégrité de l'artiste vraiment qui est importante. On va revenir de toute façon justement sur ce projet artistique. Mais avant ça, c'est vrai que j'avais envie d'évoquer, parce que je lis peut-être trop de choses d'ailleurs sur les réseaux sociaux notamment, et puis je vois des notes sur internet données aux films. Moi ça m'a toujours amusé de voir des étoiles données à des films, y compris dans les cahiers. La meilleure note c'est quand même le monsieur qui écrit le texte, et puis il doit en mettre 2, non il en met 3 sur 5, sinon le film se prend une razzia de 1 étoile, c'est dramatique. Je voulais quand même dire que moi je l'ai vu donc au cinéma Arvor, le film. J'invite tout le monde à aller au cinéma Arvor pour voir Megalopolis, bien évidemment, même si vous habitez pas à Rennes. Et qu'à la fin de la séance, les gens ont applaudi, et c'était pas des applaudissements qui étaient moqueurs ou quoi que ce soit. Je pense vraiment que les gens en fait étaient déjà ravis d'aller voir un film de Coppola sur grand écran, de se dire on est en 2024, on voit un film de Coppola, c'est un événement, et en plus de ça d'avoir passé un bon moment sans aller dire, comme on l'a dit, c'est un grand film. Non, mais ils ont vraiment passé un bon moment, donc il y a voilà, une salve d'applaudissements à la fin du film, et en fait ça fait du bien de sortir de là. En plus de ça, le film est évidemment positif, c'est une utopie, voilà, ça se termine bien, on s'éloigne des tragédies coppoliennes quand même pas mal, parce qu'on s'était habitué un petit peu à ça, même si dans sa dernière trilogie il y avait des notes positives quand même assez régulièrement, surtout pour Twixt par exemple, mais bon, c'est toujours
nuancé de beaucoup de tragique. Hein. Là, non, on termine quand même avec une note éminemment Surtout que le positive. film est très joueur. Enfin, Le film est il a joueur, un le fond film est mélancolique quelque part, mais il est très très joyeux dans son geste même. C'est Dans un son geste ge- très joyeux. dans son geste même. Et en fait, ça fait... c'est assez réjouissant. C'est-à-dire qu'en effet, ce qu'on disait là pendant la pause hors antenne, c'est que moi j'aurais aimé le voir plusieurs fois. Je suis convaincu que si je l'avais vu plusieurs fois, j'aurais vu un autre film en fait. Surtout sachant justement ce qui se déroule. J'ai été le voir un petit peu sans trop savoir de quoi que ça causait, et j'invite tout le monde à faire la même chose en fait, même si la bande-annonce montre déjà en fait l'étendue d'un univers qui me fascinait pas mal en termes d'image notamment, parce que j'ai trouvé moi la bande-annonce je sais que j'en ai parlé avec d'autres gens qui ont trouvé ça moche, et c'est vrai que comme je disais quand je lisais le texte des cahiers du cinéma tout à l'heure, hein, il remet en question peut-être le bon et le mauvais goût, parce que du coup il associe le kitsch, le trivial, le grotesque avec quelque chose d'utopiste, non pas de science-fiction, mais justement on parlait du Rebelle, on peut penser à Tomorrowland aussi en termes d'esthétique, notamment d'immeubles. Il y a quelque chose de bizarre, et puis à côté de ça on va avoir au contraire des images d'une grande classe qui vont faire presque penser à de l'art moderne, des choses comme ça, une beauté visuelle en termes de lumière qui moi me marque, et je pense le film est marquant extrêmement visuellement à ce niveau-là. Il suffit de voir un photogramme, je pense, de Megapolis, et on reconnaît que ça vient de Megapolis, et c'est vraiment un truc très très positif, hein. C'est une lumière particulière, et c'est une belle lumière. Le moindre cadre est superbe. Enfin, voilà, je voulais rien rater en fait pendant la projection, mais j'aurais aimé le revoir, parce que je me dis, voilà, comme tu disais, il y a plusieurs cœurs aussi, je pense, dans le film. Moi, je me suis associé entre guillemets très vite au personnage d'Adam Driver, qui est évidemment Catalina, le personnage principal, mais il me semble en effet qu'il y a plusieurs cœurs dans le film, et même si lui il essaye même lui d'ailleurs il le travaille, ce mégalon, donc cette matière dont on n'a pas encore parlé, qui est très particulière et dont on ne sait pas grand chose, elle est très mystérieuse, fascinante, qui pourrait symboliser justement le cinéma lui-même, ou la matière dont on fait les films en tout cas. Donc le mégalon, c'est cette matière que cet architecte visionnaire va exploiter, qui est à la fois super dur et en même temps très malléable, donc il peut en faire ce qu'il veut, et qui peut-être serait dont la source serait la mort de sa femme. En tout cas, c'est dans cette matière qu'il revoit lui les événements qui ont amené à la mort de sa femme. Enfin, c'est un truc assez fascinant en fait, quoi. Et en fait, ce mégalon, et c'est plein de petits morceaux qui s'associent, quand lui, en tout cas, le film aussi est fait de ça, en fait, quoi. Et Coppola, ce qui me fascine aussi vachement, et c'est pour ça que je parle de plusieurs... Donc il y a ce personnage d'Adam Driver, moi je le suivais lui pendant cette projection, mais je me dis, si je le revois, je vais peut-être plutôt, et là je te laisserai peut-être reprendre ce côté, chaque personnage est peut-être un créateur ou un réalisateur du film, c'est que j'ai peut-être laissé de côté un peu trop des personnages qui apparaissent comme secondaires parce qu'ils sont moins présents dans le film, que ce soit celui de Laurence Fishburne par exemple, ou même celui de la maman, on en a parlé, c'est vraiment un personnage secondaire, mais même Audrey Plaza qui joue donc cette journaliste et qui essaie de contrôler des personnages qui peuvent apparaître comme plus antipathiques, comme celui de Shia LaBeouf par exemple. Voilà, je me suis vraiment, j'ai regardé le film avec le point de vue d'Adam Driver, mais en fait Coppola, lui, il se déploie dans tous ses personnages. Ouais, c'est ça. Je pense que ça fait partie, en tout cas, d'un des projets du film qui trouve un écho, hein, à mon avis. On l'évoquait un petit peu lors de nos 2 précédentes émissions, dans ce truc qui est vraiment, qui court pendant toute la filmo de Coppola, qui sont les personnages de metteurs en scène et les personnages qui essayent de se rentrer peut-être dans la mise en scène de quelqu'un, quoi. Clairement, voilà, c'est Apocalypse Now de façon un peu exemplaire, hein, mais c'est aussi Michael et Vito Corleone. Voilà, on a des personnages qui sont des gens qui régissent un petit peu leur monde, et là où on pourrait même trouver là-dedans la source ce pourquoi l'unité stylistique des films de Coppola est relativement n'existe pas, on va dire. C'est-à-dire que lui, son projet, c'est quand même, il y a un des trucs qui est très récurrent, c'est de toujours d'objectiver dans le cadre, dans sa mise en scène, la subjectivité de ses personnages. C'est-à-dire que quand il fait Apocalypse Now, la scène du commandant Kilgore qui met de la musique à fond dans les hélicoptères, et là on est clairement
avec le colonel Kilgore, quoi. On est vraiment, la scène, elle est irréaliste au possible, elle glisse toute seule, il n'y a pas de problème parce qu'elle est hyper spectaculaire et tout ça, mais on est dans un registre qui est complètement subjectif, enfin une objectivisation de la subjectivité de ce personnage, de la façon dont il voit les choses, quoi. Et c'est vrai que souvent dans les films de Coppola, il y a aussi ça, quoi. Le Rusty James, là j'y pense comme ça en parlant, je me dis bah oui, ce type là qui voit la vie en noir et blanc ou je sais pas quoi, il est daltonien, bon bah il traduit ça en noir et blanc machin, il y a vraiment ce truc, ouais. Et Matt Dillon qui veut absolument rentrer dans ce monde là mais qui n'y arrive pas, voilà. En tout cas on est toujours dans les personnages qui ont une certaine façon de voir le monde et peut-être parfois, en tout cas pour certains d'entre eux, une sorte de volonté démiurgique de vouloir contrôler un petit peu leur monde et d'insérer tout leur entourage dans leur mise en scène. On évoquait un petit peu ça dans les précédentes émissions, donc j'en reviens pas trop dessus, mais ce qui est intéressant dans celui-là, c'est que là, on est quand même bourré de personnages qui sont aussi des personnages qui ont cette volonté, peut-être pas démiurgique, ça serait pas le bon terme, mais qui sont des personnages contrôle, en tout cas. Il y a qui sont dans le contrôle et qui veulent vraiment avoir leur propre truc de mise en scène. Que ça soit le cas de Wow Spectacular, le personnage d'Aubrey Plaza, le personnage évidemment d'Adam Driver à ça, le personnage du maire à ça, l'introduction du personnage de maire est exemplaire là-dessus. On a la musique du film. La fille du maire en fait qui est un peu moins dans cette volonté de contrôle. Peut-être qui veut elle adhérer justement, qui serait un personnage presque la Michael Corleone qui va adhérer en fait quelque part au rêve d'Adam Driver. Il y a plus de ça, elle est moins marquée, c'est peut-être même un des gros écueils du film, peut-être la représentation des personnages féminins, c'est là où le film peut m'irriter sur certains côtés, mais elle, c'est vraiment le personnage qui regarde et qui va se plier à une sorte de rêve qui est celui d'Adam Driver, mais qui n'a pas vraiment d'existence propre. Mais si je prends un exemple, c'est celui de la vision du maire avec Jason Schwartzman qui joue juste son aide de camp, son assistant réalisateur en gros, et puis qui est en train de diriger la musique, mais qu'on entend mais comme musique, non pas de fausse, mais vraiment de musique diégétique, enfin pas extra-diégétique du film, quoi. Et là, on est vraiment dans un truc où à la fois on a le côté ronflant, et d'ailleurs les cadres, là c'est le montage Eisenstein total, quoi, avec tous les monuments et tout ça, des lignes de dynamique qui sont une belle scène de montage vraiment à l'Eisenstein. Le 11 septembre. Et clairement, on est dans une sorte à la fois de c'est la façon dont les dorures de la République de New Rome se voient, on y accède. Le personnage de Shia LaBeouf, lui, est en train de monter un truc proto-fasciste, et il va un petit peu épouser un petit peu sa mise en scène aussi, ce qui fait aussi le côté extrêmement disparate stylistiquement du film, parce que de toute façon, voilà, chaque fois, on n'est pas dans un film choral, faudrait pas donner cette impression. Ah non, pas du tout, parce qu'au contraire, c'est pour ça que voilà, l'unité du stylistique est très très relâchée. Et il y a effectivement, on n'a pas l'impression de voir une empilation de courts-métrages différents, mais parce qu'il y a quand même une unité. Mais ceci dit, la rupture de tous les différentes mises en scène, elle vient aussi du fait qu'à chaque fois, la mise en scène du film épouse celle voulue par le personnage auquel on s'intéresse à ce moment-là, quoi. Et c'est la séquence, par exemple, du Colisée, elle est incroyable là-dessus, elle est extrêmement... On n'a pas évoqué l'influence du péplum aussi, c'est bien un genre sûr. qu'adorait Coppola. Du coup, il met du péplum. Mais oui, et du coup, on a aussi ce côté, à la fois, c'est là où il y a le côté manieriste de Coppola aussi, c'est qu'effectivement, on a ce côté très grandiloquent que convoque l'univers du péplum. Et là où c'est génial, parce que le film, moi, je trouve hyper drôle, c'est par exemple le personnage de John Voight qui sautille comme un gamin de 8 ans alors qu'il en a 80, parce qu'il est tout content, parce qu'il voit des catcheurs, et en même temps, à la fois, tu as le souffle de quelque chose qui est très qui est du genre péplum et tout ça, où voilà, c'est vraiment grandiloquent, et en même temps, tu as un vieux décati comme John Voight, mais qui a l'air de s'amuser comme un petit fou et qui gigote, mais vraiment comme un gamin de 8 ans, et puis à côté de ça, des sculptures en gâteau hyper kitsch ou je sais pas quoi de lui avec son nouveau couple avec Aubrey Plaza, où tu dis mais qu'est-ce que c'est moche, enfin,
c'est comme si voilà la projection, l'image que tous ces personnages aimeraient projeter d'eux-mêmes s'entrechoquaient et évidemment ils sont sur des registres d'images qui sont à chaque fois contradictoires les unes avec les autres, quoi. Et cette mise en scène dont on parle, donc, qui s'adapterait à chacun des personnages, moi me ramène aussi à un autre projet de Coppola. On l'évoquait aussi dans les précédentes émissions à propos du livre de Sam Wesson, de son Zootrope, qu'il a réussi à monter pendant une courte période après Apocalypse Now, en fait, où l'idée c'était justement d'inviter tout le monde et que chacun puisse participer comme il l'entend. On l'a déjà évoqué, puis on vous invite évidemment à relire ce livre. Et moi, je conseille fortement, encore une fois, la lecture du livre de Sam Wesson avant de voir Megalopolis, parce qu'en voyant Megalopolis, on se dit, mais voilà, c'est le projet de Coppola, en fait, il est là, en fait, même de son live cinéma, par exemple, c'est là aussi pendant cette projection, puisqu'il y a cet événement humain qui est là pendant la projection. Je laisse les spectateurs qui n'ont pas vu le film découvrir ça, franchement. Et puis de laisser à chacun, en fait, sa voix, son comment dire, sa place dans ce travail, en fait. Bah, c'est ce truc qui est génial dans le bouquin, et c'est vrai qu'on en avait un petit peu parlé, me semble-t-il, mais voilà, que Zootrope, c'est à la fois un projet qui est à la fois mégalomane et quasi proto-tyrannique de mettre une grosse studio au service de la... Mais paradoxalement, chez Coppola, il y a eu toujours la volonté d'accueillir tous les artistes, et voire même des gens de passage qui franchissaient la porte, pour voir si peut-être eux avaient quelque chose à offrir pour créer une sorte d'utopie. Enfin, le bouquin de Sam Wesson est extraordinaire là-dedans. Ouais. On dirait qu'ils font d'une ZAD, vraiment. C'est ça, mais avec Jean-Luc Godard, Michael Powell et Gene Kelly. Et puis le barman du coin qui a une idée de film peut-être intéressante et qui va peut-être rejoindre l'équipe des décos de Tabula Rasa, parce que le mec, en fait, il gère trop bien le bois, il travaille trop bien le bois, quoi. Et t'as vraiment ce truc-là. Et c'est vrai qu'à la limite, on pourrait se dire Megalopolis, le projet d'Adam Driver tel qu'il le porte, bah, c'est ça, quoi. Enfin, il y a à la fois cette fluidité rêvée par Coppola dans son envie utopique des bâtiments complètement ouverts avec tous les corps de métier du cinéma qui communiquent entre eux, avec une hiérarchie un petit peu abattue qui va remettre au moment d'Apocalypse Now où il va vraiment tout recentrer autour de sa personne. Il a quand même le dernier étage d'un immeuble, mais tout le reste de l'immeuble, mais en tout cas, c'est un truc très paradoxal chez lui, quoi. La fois, le film est extrêmement personnel et travaille l'idée de la mégalomanie. En tout cas, c'est un de ses sujets. Mais en même temps, tu te dis, le film, il est autant les personnages, effectivement, sont des personnages de metteurs en scène, mais on le sait et ça se voit au film, durant le film, qu'il a pris des acteurs qui sont devenus les metteurs en scène de leurs propres personnages aussi. Et que ceux... Il les a choisis pour ça. Bien sûr. C'est pas la première fois qu'il le fait. Il l'avait déjà fait depuis Le Parrain. C'est son grand truc. C'est-à-dire que le casting, c'est 90% du travail avec les acteurs. À partir du moment où j'étais choisi en tant qu'acteur, c'est pas pour rien. C'est parce que je sais que tu vas faire le boulot. Bien sûr. Mais tu es libre de le faire justement parce que c'est ton boulot. À ceci près que, voilà, effectivement, il aura demandé de pousser à la théâtralité et la créativité un petit peu baroque à un point assez extrême. Et c'est aussi valable pour Adam Driver, qui pourrait paraître presque pour le spectateur, l'acteur le plus mesuré et plus sobre du film. Mais ceci dit, ça joue à un niveau assez fou. Enfin, ça joue beau en termes quantitatifs et qualitatifs à mon sens, mais surtout quantitatifs, ça joue beaucoup, quoi. Et le mec bouge vraiment. Aubrey Plaza, c'est un festival. Shia LaBeouf, c'est un festival. Laurence Fishburne, tu vois que les gens jouent. Enfin, s'amusent, j'espère pour eux, mais en tout cas, ça joue en termes de jeu d'acteurs. C'est très très riche, quoi. Ils ont l'air investis. Enfin, très honnêtement, pendant tout le film aussi, tu le disais, le film est jamais chiant, en fait. Il est suffisamment riche constamment, en fait, pour pas être chiant, même s'il peut y avoir toujours, donc même s'il peut y avoir moi, c'est ce que je reprocherais au film, par exemple, c'est des dialogues, voilà, on va citer Marc Aurèle, on va s'inspirer beaucoup justement de Rome et de tout ce le côté très sentencieux, voilà. Et je me dis, c'est pas utile. En même temps, c'est pas utile, c'est pas ça le projet de Coppola, d'être utile, je pense, et ça apporte
apporte quand même quelque chose en plus. Mais bon, c'est pas toujours du plaisir, c'est jamais chiant, mais c'est pas toujours du plaisir, Megalopolis. Et il est capable, comme tu le disais, de toute façon, d'alterner avec une phrase très sentencieuse et puis une grosse bouffonnerie juste après. Et ce qui est assez rafraîchissant, en fait, c'est juste qu'il faut, il faut être prêt à accepter ça en tant que spectateur, j'ai envie de dire. Mais ce qui se ressent quand même, c'est que tous les acteurs, tout dans le film en fait, semble être fait vraiment avec. Il y a un investissement de tous les côtés, de partout en fait, sans que ça soit pompeux dans le sens vraiment pompeux ou regardez ce que je fais, c'est pas de la merde quoi. Et chaque acteur me semble vraiment investi par son rôle et en même temps en effet s'en donner à cœur joie quoi. C'est-à-dire que le projet c'est d'avoir de la liberté à tous les niveaux. Parce qu'effectivement c'est là où moi ça me met en colère les trucs, parce qu'effectivement on peut avoir ce côté sentencieux parce que un des réemplois du film sont des références à des choses qui sont issues d'une culture classique extrêmement noble, et notamment toute la civilisation gréco-romaine et ses philosophes et ses penseurs et ses politiciens. Effectivement, ça convoque tout de suite quelque chose de très pompeux, mais le film tout ça pour dire qu'aujourd'hui on reproduit la même chose en fait. Mais c'est vrai que c'est tout sauf tout. Le film est vraiment tout sauf ça, parce que il n'arrête pas de contrecarrer sa propre tendance au côté très sentencieux que ça peut avoir, et d'aller chercher ailleurs dans la. On sent qu'il a cette naïveté en fait, de penser que dans cette sorte de chaos de la création qu'il met en scène, encore une fois, le mégalon, tu l'as dit tout à l'heure, c'est une sorte de métaphore, mais pas extrêmement limpide, mais qui est très présente. En tout cas, moi, je prends comme ça la lecture du film. Très mystérieuse en plus. C'est ça, parce que de toute façon, il n'y a aucune explication là-dessus, ça arrive comme ça. Et c'est vrai que de toute façon, le mégalon, il y a ce truc d'un avenir du cinéma qui va représenter peut-être ce rêve de cinéma direct que pouvait avoir Coppola à un moment, qui était déjà à l'époque une sorte de prophétie d'un cinéma numérique tel qu'on aurait pu rêver l'avoir. Qui n'est pas advenu, qui a eu des choses là-dessus. Visiblement, son projet est quand même différent aussi. C'est pas Netflix, c'est pas l'idée d'avoir un film chez soi. Savoir que Coppola a écrit un livre, un live cinéma justement, qui n'a pas encore été traduit en français, mais justement où il revient sur tout ce projet-là, qui serait un croisement entre le théâtre. Lui, il vient du théâtre, il le répète en interview à Tire-Larigot. Il vient du théâtre et c'est vrai ils se sont plus presque metteurs en scène de théâtre que de cinéma. Mais voilà, le cinéma direct, live cinéma, ça serait un mélange entre le théâtre, la télévision et le cinéma. La grande différence entre ce que lui propose et les films en direct de la télévision avec lesquels il a grandi, de Frankenheimer par exemple, ou Ciné Lumet, ou les pièces de théâtre filmées, c'est la grande différence, c'est le point de vue, c'est le plan en fait. Le cinéma, c'est le plan. Et donc, il faut associer à ce tournage qui est propice aux accidents, en fait, le plan, à savoir le point de vue, le regard du metteur en scène, en fait. C'est ça qui met en avant. Moi, c'est un livre que j'aimerais bien lire, en fait, parce que du peu que j'ai compris, justement, de son projet, je comprends, et je comprends aussi comment Megalopolis se fait à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il va choisir pour Megalopolis, par exemple, les scènes les plus étranges, les plus bizarres au montage. S'il doit choisir entre deux scènes, il prendra la plus bizarre. Pourquoi ? Parce que voilà, il sent, il veut pas en fait. Par exemple, Coppola, je pense qu'il pourrait pas faire un film d'animation. Il a besoin de l'accident, il a besoin que l'acteur ou qu'il y ait un accident qui se passe. En fait, il a besoin qu'il y ait de la vie constamment qui émerge. Et le Megalopolis est bourré de vie, je pense, pour ça aussi. Et son projet de cinéma direct, c'est ça en fait, c'est de pouvoir avoir cette vie, c'est-à-dire de ne pas contrôler en fait tout ce qui se passe. Lui, son travail, ça va être de contrôler la façon de le montrer, de le monter, de l'encadrer, mais il faut qu'il y ait de la vie qui explose. Il y a quelque chose qui est très, qui est peut-être de l'ordre du vœu pieux là-dedans, et qu'on peut peut-être retrouver, parce qu'il y a ce côté aussi dans Megalopolis qui est un petit peu presque terminal, et qui avait peut-être qui avance d'un pas par rapport à ce côté dans le Dracula, où on avait vraiment une sorte d'hommage au cinéma à travers toutes ces techniques, mais plutôt des techniques archaïques pour l'époque, et toujours maintenant évidemment. Là, le Megalopolis fait une sorte de synthèse, ça serait faux de dire que c'est une synthèse, mais en tout cas va manier des effets spéciaux archaïques
graphiques, optiques, Il refait des effets spéciaux comme il le faisait à l'époque de Dracula. par exemple, et il va vraiment avoir ça. Je crois que c'est son fils d'ailleurs qui gère ce genre de truc, Roman Coppola, et il y a eu une utilisation assez prononcée aussi des images de synthèse. Et je sais que cette ville de mégalopolis, moi par exemple, là c'est toujours un truc sur lequel je bute un peu, mon appréciation du film bute un peu, c'est que moi quand déboule la ville, moi je bute en tant que spectateur devant le truc, pour plein de raisons, politiquement aussi, parce que là, d'un coup, l'héritage randien et ce qui est en surface du récit, c'est-à-dire cette sorte d'utopie qu'a Adam Driver de faire vivre tout le monde dans cet endroit-là. Moi, quand je vois l'endroit, je me dis, mais ils sont où les maisons, quoi. C'est pas possible. Ils sont où les apparts, quoi. Donc tu te dis, là, t'es déconnecté du réel, mon Il y bonhomme. a 3 personnes qui vivent là-dedans. Oui, c'est ça. Donc, mais ceci dit, il y a quelque chose dans l'architecture qu'a Mégalopolis et que permet donc ce matériel un peu imaginaire du mégalon, quelque chose qui porte en lui-même un paradoxe par rapport à l'architecture. L'architecture, c'est quelque chose qui est statufié, enfin qui est vraiment fixe et tout ça, qui n'est pas supposé bouger. Et en fait, le mégalon, au contraire, lui, a une forme souple quelque part qui permet, qui va se réadapter au fur et à mesure de l'évolution d'une famille dans une maison et tout ça, des intempéries, peut-être de l'orientation du soleil ou quelque chose comme ça. Et en fait, dans cette sorte de contradiction qu'il peut y avoir entre un architecte qui bâtit du dur et cette sorte de matériel qui permet de faire une sorte de dur mais qui va être fluide, il y a aussi cette contradiction qui peut exister entre cette sorte de souplesse voulue par l'accueil, la nécessité de créer des dispositions pour accueillir les accidents et tout ça, mais en même temps la rigidité du contrôle que peut exercer un metteur en scène sur le réel en lui-même, qui est une sorte de paradoxe extrêmement fertile. C'est même un truc fondateur pour n'importe quel cinéaste, je pense. C'est la fameuse différence entre le cru et le cuit d'Anet et tout ça, voilà, ce truc démiurgique, quoi. Mais ceci dit, c'est vrai que moi, quand Adam Driver arrive et fait son grand discours en disant, voilà, ça y est, et que je vois le truc, je me dis, oh là, ouais. Alors, je suis d'accord avec toi. Pour terminer sur ce cinéma direct, puis il sera temps d'arrêter. La grande différence aussi que Coppola, visiblement, avait en tête entre son cinéma direct et puis une captation quelconque. L'idée, c'était vraiment qu'en fait, il filme en direct un film qui soit projeté en direct au cinéma, en fait. Et le rapport du spectateur, selon lui, et je suis assez d'accord avec lui, serait différent aussi, en fait. C'est-à-dire que si tous les spectateurs du monde regardent un film fait en direct, fait vraiment par Coppola, tu as aussi ce sentiment, parce que tu regardes en direct, l'accident peut se produire. C'est pas un truc qui a été réalisé, construit, en fait, il y a déjà 2-3 ans. C'est-à-dire que tu regardes le film en tant que spectateur différemment, en fait, comme quand tu regardes la télé en direct et tu dis il peut y avoir un accident, n'importe quoi qui peut se produire. Ça, c'est un sentiment qui est connu. Oui, c'est travailler sur une sorte de suspension de la suspension d'incrédulité. C'est ça. C'est-à-dire qu'arrêter avec cette connerie de la suspension d'incrédulité, je bascule dans un monde qui se substitue à la réalité et j'en accepte toutes les conventions. Mais tout se mélange et c'est vrai que l'idée c'est de mélanger en fait le théâtre, la télévision et le cinéma en un seul objet en fait et c'est vrai que c'est un projet complètement dingue. Et jusqu'ici, en fait, Mégalopolis, c'est ce qui se rapproche le plus de son projet, en fait. Oui. Il a toujours en tête de le faire. Il a déjà travaillé, justement, le livre qu'il a écrit a été écrit à la suite d'un atelier qu'il a fait avec des étudiants. Il a donné lieu à un film, mais qui est invisible. Invisible, parce que justement, il faut le voir en direct. C'est ça, sinon ça marche pas. Voilà. Il est temps, malheureusement, de nous quitter. On invite évidemment tout le monde à aller voir Mégalopolis de Coppola, puisque même si c'est trop de cinéma pour certains, ça fait du bien de voir du cinéma au cinéma. Ça serait quand même dommage de passer à côté. Allez voir Mégalopolis de Coppola. Vous pouvez retrouver bien évidemment cette émission sur le site de Canal B et puis petite info supplémentaire, vous pouvez la retrouver aussi maintenant sur la radio Boa puisque le cinéma est mort sera diffusé sur la radio Boa, ça sera en Bretagne et puis je vous laisse peut-être faire des recherches pour savoir comment ça fonctionne parce que moi je sais pas encore très exactement comment que ça marche. Et puis évidemment en podcast sur le site de Canal B, le lien sur tous les réseaux sociaux que le docteur utilise. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Antonin d'être venu au cinéma à l'Arvor pour enregistrer cette émission. Ça faisait longtemps. On se quitte avec un extrait du Parrain 2 et on se retrouve très bientôt. Ciao. Des bisous. You were always interested in politics, history.
I remember you talking about Hitler back in 33. I still read a lot. I got good stuff in there. You were around the old timers who dreamed up how the family should be organized, how they based them on the old Roman legions and called them regimes, the capos and the soldiers. And it worked. Yeah, it worked. Those were the great old days, you know. And we was like the Roman Empire. The Corleone family was like the Roman Empire. It was once. Thank you. When a plot against the emperor failed, plotters were always given a chance to let the families keep their fortunes. Yeah, but only the rich guys, Tom. The little guys, they got knocked off, and all their estates went to the emperors. Unless they went home and killed themselves, then nothing happened. And their families were taken care of, Tom. It was a good break. Nice deal. Yeah. They went home and sat in a hot bath, opened up their veins, and bled to death. And sometimes they had a little party before they did it. Don't worry about anything, Frankie Five Angels. Thanks, Tom. Thanks. Addio, Frank.